Aujourd'hui, je suis toujours un chantier dans un chantier qui mène des chantiers. C'est le bordel. C'est le bordel, c'est un peu fatigant. Et il y a une certaine lourdeur. Et en même temps, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est le moment de parler de Dans le béton d'Angarita. C'est d'autant plus drôle de parler aujourd'hui d'Angarita que j'essaie de brancher un micro et que je ne sais pas si j'ai réussi, donc vous me direz à quel point c'est ou non une catastrophe. On essaie d'avoir un petit glow-up au niveau sonore, ça serait pas si mal d'arriver à s'entendre. Moi j'abandonne. Dans le béton, c'est le dernier roman d'Angarita, et en fait finalement ici j'ai parlé du premier, maintenant je parle du dernier, et j'attaquerai la suite, mais là j'ai trouvé qu'étant en chantier, c'était quand même pas mal comme circonstance, comme moment, d'aller lire dans le béton en ce moment, même si c'est pas moi qui ai fait le béton, c'était quand même la circonstance à domicile, un peu comme quand j'avais par mégarde vu Fight Club alors que je me suis tapé des convulsions et une fièvre à cause d'un stérilet mal posé, ou quand j'ai lu Ubik de Philippe Cadic dans un avion qui me menait à New York et que je me suis pris un jet lag complet. C'était parfait pour la SF d'Ubik. Bon, là on est dans le chantier, je sais pas si c'est plus facile, je dirais même pas que c'est plus léger, ni que c'est moins lourd ou encore autrement, parce qu'Angarita, c'est quand même pas une littérature qui est... j'allais dire qui est pas évidente. C'est complètement évident et celle-ci comme ça, on a la sensation en même temps qu'il se passe d'autres choses et qu'on peut déplier, on va un peu voir. Mais en même temps c'est facile parce que suffit de lire en fait. Et ça se lit pas trop mal. Cette dimension-là de je rate des trucs, ça peut rebuter. Mais moi je vais essayer de vous dire, moi j'en ai raté plein des trucs, et en fait ça fait partie de la lecture de rater des trucs, et d'en choper d'autres, et je pense même avoir vu des espèces de circonstances ou des rencontres entre des livres, entre Dans le béton et d'autres bouquins qui sont pas du tout prévus. Notamment, comme je vais pas en reparler, je me suis dit tiens on va le montrer là, ça m'a vachement fait penser à Moi ce que j'aime c'est les mots, c'est complètement anachronique. La bande dessinée d'Émile Ferris, c'est le tome 2. J'avais chroniqué le tome 1, il y a la sortie du tome 1. J'ai toujours adoré, mais comme j'ai rien de plus à en dire, à part que c'est super et c'est la suite, c'est super et c'est la suite, c'est toujours aussi bien. Donc n'hésitez pas, il y aura au moins un tome 3, merci Émile Ferris pour ça, et puis disons que la dimension un peu américaine était amusante, sachant qu'Angarita vit sa vie entre deux continents ou avec un océan en grand écart. Sphinx, c'était ce roman écrit sans marque de genre, et évidemment que c'est d'une virtuosité folle, avec un ton qui était beaucoup plus baroque, décadent, raffiné, enfin extrêmement choisi. Là c'est très différent, on est en fait dans un récit d'enfance, qui est aussi un récit de chantier, qui est aussi un roman sur le béton. C'est un roman qui laisse béton, en tout cas qui va laisser béton, alors là évidemment... il y a quelque chose des années 80 qui me remonte. Peut-être la recherche de clés de compréhension extrêmement raide, il faut laisser tomber ça, mais ça c'est bon pour les romans à clés. Un roman à clés, c'est un roman où on va dire telle personne et telle personne. On s'en fout en fait, tant qu'on n'est pas... Ce genre de romans, ce sont des romans de circonstances. Et c'est très bien, et quand on est concerné, c'est souvent assez drôle. On va reconnaître un truc d'actualité, etc. Mais d'un point de vue littéraire, et notamment quand on a passé l'époque de la clé, qu'on n'y est plus, on comprend pas. Voilà, on comprend pas. Et puis en fait, même si on comprend, on est dans une espèce de démarche un peu d'érudition, etc. Moi, je trouve pas ça méga intéressant. C'est autre chose qui se passe ici, c'est un roman d'enfant, c'est un roman de béton, c'est un roman de famille, je pense à Johnny Ring, aussi dans les, je sais pas moi, l'hôtel New Hampshire ou des choses comme ça, avec quelque chose qui est très truculent dans ça se passe. On peut penser même au passage de maçonnerie dans L'infini comédie de la vie de Foster Wallace, mais ça je pense pas du tout que ce soit un intertexte. Peut-être. Après tout, je pense qu'Angarita l'a lu. Mais qu'à ce passage-là, j'ai pas tellement pensé un passage que j'avais lu dans une des vidéos faites sur Infini Comédie, et je pense que j'en ferai d'autres. C'est vraiment un roman que j'ai envie de relire. Et, oui.
ma tronche. Voilà, je suis dans le chantier, les bibliothèques sont encore emballées, on change de décor un peu non-stop, et encore on a un décor. On a un décor, je suis dedans, mais je ne suis pas littéralement dans le décor, c'est que ça va. Voilà. On continue. Si ça va, si c'est stable, c'est qu'on peut continuer sur la dalle. Mais beaucoup plus, là, moi, bon, il y a aussi probablement un effet de moi, mes propres études, de savoir aussi que Garetta a consacré sa thèse aux fins de roman, je crois que c'est 17-18e, et moi, j'ai vraiment vu quelque chose de très picaresque dans le béton. Alors, c'est quoi? Dans le béton, c'est un roman qui raconte comment une famille, principalement, une petite fille et un enfant, une marque de genre, là c'est vraiment un roman où c'est pas important, mais il y en a, mais c'est pas très important, c'est raconté quand même plus ou moins à la première personne, c'est ça. Se trouve à faire en fait du BTP de manière non professionnelle. C'est d'ailleurs toute l'écriture, quelque chose qui nous parle de ce que c'est que l'artisanat, qui est particulièrement douloureux, harassant et qui pourrait produire de la stabilité, mais tous des robes. Garetta, présidente de l'association des amis de Monique Wittig, c'est du chantier littéraire, hein, très littéralement, et il est complètement possible de calquer littéralement ce qui se passe avec une espèce de métaphore de l'écriture. Mais ce qui se passe, c'est déjà quand même assez drôle, et c'est pas si mal, et c'est aussi en ça que je vais voir quelque chose d'assez picaresque. Je propose d'en lire un peu, puis de continuer, puis à un moment je m'arrêterai pour aller prendre un petit goûter, parce que, évidemment, puisqu'on parle de béton, j'ai la dalle, on y va. Dans le béton, on peut déjà noter le titre. Ah oui, j'ai oublié de le dire, on est chez Grasset 2017. Je crois pas que ce soit sorti en poche. Je sais même plus où je l'ai trouvé, mais bon, je pense d'occasion parce que on le trouve pas souvent en librairie maintenant, ce qui est quand même assez dommage. Donc c'est un roman qui est assez atypique. Le titre est un titre thématique. Ça nous raconte le thème, mais qui est évidemment qui va déjà ménager un programme, c'est-à-dire il y a quand même un étonnement. Qu'est-ce qui est dans le béton d'habitude? Bon, moi, ma blague immédiate, ça va être de dire des cadavres et du sable. Mais on est dedans, quoi. Et ce qu'il va falloir noter tout de suite, c'est ce qu'on appelle l'édition du E de l'article défini, c'est-à-dire que le béton, c'est vraiment la matière. Ça n'a pas toute matière. C'est quelque chose qui est assez informe et qui finit par prendre forme avec du temps, béton. Et que l'on va créer à partir d'autres matières, notamment du sable, et qui est de l'eau, et qui se transforme, et qui arrête de se transformer, et puis qui se dégrade. Mais donc, c'est à quel moment le dans? C'est un moment de transformation, c'est le moment du figement, c'est le moment figé, c'est le moment de la dégradation. C'est pas bien clair. En tout cas, ça peut être dans les connotations à peu près là. C'est un mot qui est un peu rigolo, béton. D'où le fameux laisse-béton du verlan courant type Renault, hein, il marche à l'ombre. Et on a cette élision qui tire évidemment du côté un peu de l'argot, de quelque chose qui va être assez oral. Et qui amène, en termes de son, on a comme une accélération, et en fait la fermeture de la nasale, elle va amener un effet de clausule, un effet de fermeture. C'est rare, hein, les nasales en français, il y en a beaucoup, mais c'est pas quelque chose qui est senti comme profondément raffiné. Dans le béton, ça nous amène deux nasales avec un effet de fermeture qui va croissant. Et où les voyelles, il y en a une qui est arrêtée et l'autre qui va avoir un effet un peu, je n'ai pas envie de dire béant, mais qui peut s'étirer, éventuellement. On n'a pas de sous-titres, on a un genre, roman. Bon, roman, ça nous dit récit, ça nous dit fiction. À Emmanuel Bernheim, Missing You. Et ça, c'est quand même assez beau, mais j'ai même pas envie d'en parler. Tac. En tout cas, on peut noter au moins quelque chose d'un peu polyglotte et l'effacement du jeu. L'effacement aussi du temps. Le gérondif anglais, je ne sais pas comment on l'appelle, il permet d'étirer une action en étant en son cœur, en étant dedans. 1. Abréger les souffrances. Et là, en fait, on va avoir des séquences, des chapitres avec des titres dont on a une table des matières à la fin. Abréger les souffrances, bon, on achète bien les chevaux. Les chevaux, enfin là, on est sur quelque chose qui peut être assez prosaïque, animalier, on ne sait pas trop. On va noter aussi que l'infinitif est un mode non temporel et
nom personnel du verbe. On n'a pas d'expression du sujet, on n'a pas d'expression du temps. Ce que l'on a avec l'infinitif présent, par rapport à l'infinitif passé avoir abrégé, c'est qu'on a un aspect. De non accompli, c'est en train de se passer. Dedans. Abréger les souffrances. Encore une nasale. Le béton, c'est pas un métier de PD. C'est peut-être pour ça que notre père a décidé, dès qu'on a été en âge, ma petite sœur et moi, de nous entraîner au mortier, à la dalle, au coffrage. Ma petite sœur, on peut quasi dire que le béton, grâce à cette éducation précoce qu'on a eue, elle est tombée dedans tout enfant. Quasi. Pour que ce soit clair, ce béton, faudrait que je vous explique une infinité de choses. Il faudrait que je mette tout bien en ordre et que je commence. Il faudrait. Mais par où commencer? Par la fin, le début, le milieu? Et où il est le milieu? Dans la merde, il n'y a pas de milieu. Il y a juste la merde. C'est la merde, le milieu. Dans le béton, c'est pareil. Alors, autant commencer par là, le commencement. Faut que je dise donc que notre premier béton, à ma petite sœur et à moi, on l'a fait dans des temps très reculés, des temps encore primitifs. On l'a fait à la main. Je veux dire par là qu'on l'a fait à la pelle. C'était avant que notre mère nous offre à ma petite sœur, à notre père et à moi, une bétonneuse. C'était pour son anniversaire à lui, mais on en a profité aussi. Une bétonneuse à moteur électrique de chevaux rouge. Ça a changé notre vie. On se modernisait. Avec notre père, on est passé aux grands projets, aux quantités industrielles. Du béton, on a pu en faire tous les week-ends à la campagne et même une partie des grandes vacances. Chaque fois qu'on montait faire les courses en ville, notre père disait, en sortant de la boucherie par exemple, on passe prendre un sac de ciment à côté. Ma petite sœur disait jamais non. Notre mère disait rien. Moi, j'ai jamais eu voix au chapitre. Faut aussi vous expliquer, pour pas que vous interprétiez à faux le silence de notre mère, que le béton, la chaux, le ciment, le mortier, bâtard ou pas, avec ou sans bétonneuse, c'est gravement salissant. Notre mère, elle voulait nous garder propres, même le week-end. C'était une de ses manies. Alors c'était des lessives à n'en plus finir, et des lourdes. Tellement de lessives, et des tellement graves, que les machines à laver y résistaient pas. Notre père a analysé ça très bien. Le point faible de ces machines, c'est le boyau. Elles sont pas conçues pour bouffer autant de ciment et de gravier. C'est pas des bétonneuses. Quoique, dans le principe, bétonneuse ou machine à laver le linge, ça marche pareil. Mais tous ces agrégats qu'à ingérer, ça lui faisait comme un régime trop riche qui dégénère en cholestérol dans les tuyaux ou en calcul dans l'urètre. Ça bouffe, ça turbine, et puis ça flocule, ça coagule. La vidange se fait plus, la tripe se bouche. Et hop, infarctus, ictus et colique néphrétique. Le soir, dans notre chambre, en nous couchant, ma petite sœur qui avait passé une lessive entière à tâter la machine et lui ausculter les bruits d'entrailles, confirmait le diagnostic. C'est comme quand on a un mal de ventre, ça glougloute, ça fait des hoquets ou pire, et puis des efforts terribles pour se vider les tripes par un bout ou par un autre. Moi, je me demandais si la machine souffrait, et si c'était pas cruel de la faire turbiner encore. Ce qui était sûr, c'est que vaillante ou malade, elle suffisait plus à notre entretien. Le linge sale s'accumulait. Notre mère désespérait de nous tenir propres. Elle et grand-mère nous brossaient de fond en comble le matin, midi et soir, mais le Portland, il finissait toujours par faire liant avec la sueur, la pluie et les incontinences du tuyau d'arrosage. On faisait grise mine. On pleurait des épauflures dans la soupe. La brosse à habits, qui était en soie naturelle de sanglier, fabrication française, il suffisait plus. Notre grand-mère est passée au chien dent. Et puis on lui revenait façon crépi rustique après une séance de bétonneuse. Et elle devait se rescrimer à nous décrépir avec ses pauvres moyens primitifs. À force, à un midi, où on tombait en grumeaux dessus le gruyère râpé, notre mère a jeté la brosse dans l'assiette de nouilles de notre père, et elle s'est mise à pleurer dans la sienne. Il aurait fallu expliquer à notre père la signification de tout ça. Le comment de la brosse à habits et celle en chien dent, le pourquoi de sa présence dans l'assiette de nouilles, la sienne seulement, la sienne tout particulièrement. Moi, je pouvais pas. J'avais la gorge nouée rien qu'à voir notre mère saler ses nouilles à grands sanglots. C'était la consternation.
Dans ces cas-là, c'est ma petite sœur qui décoince les situations. Ma petite sœur, c'est une femme d'action. C'est même plus fort que ça. La consternation, elle crache dessus. Les consternés, c'est des loques et des lopes. Ça la fout en rage, à l'agonie sévère. D'être agonie comme ça, le consterné, ça le ranime, ça le motive. Notre père, ça le galvanise même. Il a dit que c'était simple comme un triple pontage. Je l'ouvre, je la démonte. Je lui brosse le filtre vigoureusement. Je lui ramène les conduits un bon coup. Je lui change la pompe. J'en ai une vieille en réserve qui est comme neuve. Je prends un bout de tuyau à l'arrosage du jardin. Il est long, il y a de la marge. Je raccorde, je serre les colliers, je la rhabille, et c'est nickel. Comme les nouilles étaient froides après tant de consternation et d'agonisation, et puis trop salées, avant même que notre mère eût pleuré dedans, on a commencé l'opération sans attendre. On assistait notre père. Il trouvait que c'était important de nous enseigner, de nous démontrer les choses. Il a toujours aimé pontifier. Pontifier aussi parfois, et hardiment. Donner des ordres surtout. C'est un chef et un pontife. Chef, pontife, il veut bien. Mais pédagogue, jamais. C'est un mot malheureux, un mot qui fait louche, un mot qui pue les tasses. Les tasses de quoi, on lui a demandé? Les tasses de thé, les tasses à café, et quel rapport avec l'instruction? Faut en boire combien pour pouvoir professer et pontifier? On sait pas, et il veut pas dire. Mystère et goule de pomme. Le pontage, en tout cas, c'était une occasion de pontifier. Plus tard dans la vie, en cas de coup dur, ça pourrait toujours nous servir, ces leçons de choses et de pontification. Les réparateurs, faut pas compter dessus. Ils sont tout juste capables de vous dire que votre machine, là, elle est foutue. Il faut en racheter une. Et allez donc, ils prennent les clients pour des PD. Ouais, souvent d'ailleurs, ils ont pas tort. On était aux ordres. On lui apportait les outils à mesure des nécessités de l'opération. On lui tenait la baladeuse pour qu'il voie mieux les organes défaillants sur lesquels il se penchait. On mettait de côté les bouts d'entrailles qui nous passaient au fur et à mesure de la dissection. On stockait dans nos poches les petites vis, les petits joints, les boulons minus, ces petites choses qui se perdent facile. Et après, on est dans le pâté. On apprenait du vocabulaire, tous les mots techniques de l'art, clé de 12, salope, goupille, joint, vérole, collier, cruciforme. Putain, et va te faire foutre! Quand c'était fini et qu'il avait tout dévérolé, renquillé, regoupillé, empaffé, vissé et serré, il disait « Maintenant, on va la tester, cette salope. » Et il fourrait tout ce qu'on avait de frusquant cimenté dans le tambour. Souvent, il y avait des fuites. Notre père a appelé ça des fuites résiduelles, parfois des fuites adventices. Comme elles avaient tendance à aller en augmentant, le volume de la vidange résiduelle approchait rapidement celui de la vidange légitime, la buanderie virée marécage. Faut que je précise. C'était avant qu'on se décide à écouler une dalle de béton digne d'un bunker Bosch. Parce qu'avant, dans les temps primitifs, avant qu'on se modernise bien radicalement, le sol de la buanderie avait été, en des temps encore plus primitifs, et même carrément au temps des origines, la buanderie avait été donc un poulailler, son sol, avant la dalle teutonique et la modernité, il était en terre battue. D'où le marécage. D'où la stagnation et l'humidité adventiste quand rouillait les flancs de la salope, là. Surtout notre père lui filait des coups de marteau pour la rhabiller après ses opérations à boyaux ouverts. D'où les chutes dans la vase du linge à laver ou fraîchement décrassé. Il se carangeait pas du tout les boyaux. D'où les soupirs de notre pauvre petite mère à qui notre père interdisait de faire la lessive. Sans ses bottes. Des bottes en caoutchouc vert de gris qu'on lui avait offertes spécialement pour sa fête et pour la buanderie. C'est pas tant la vase qu'il redoutait pour elle, notre père. La lessive, le ciment et la javel à la rasade par là-dessus, ça tue bien les bactéries. Donc, c'est pas tant la bouillasse savonneuse et caustique qui était à redouter que le défaut d'isolation électrique. Le défaut d'isolation électrique, ça craignait. D'autant qu'en ces temps primitifs, faut bien comprendre que l'installation électrique, elle était primitive aussi. On en avait eu des preuves démonstratives. On en avait même encore, presque tous les jours, des intimations. Par exemple, on avait jadis une belle cuisinière à bois, à pied de fond de chantourné, du quasi Louis XV, elle faisait tout, la cuisine, le chaud, le chauffage. Mais tout électrique, c'était le mot d'ordre moderne. Alors on l'a virée, la cuisinière à bois, et notre père installait à la place une cuisinière électrique. Quand on allume le four, le courant saute, ça disjoncte au compteur. C'est simple à expliquer notre père à grand-mère.
Quand vous allumez le four, vous débranchez le frigo, et ça sautera plus. Les fusibles, ces petites cartouches, à la fin des vacances, souvent, on n'en a plus à force de péter les plombs. Oh, il faut faire bouillir l'eau pour le café au chalumeau à souder. Mais le pire, c'est l'éclairage. Notre père aime pas gâcher. Les réfections, il les fait avec du vieux fil qu'il recycle. Les cordons diminuent de longueur. Les lampes à la maison, on se prend des décharges chaque fois qu'on se risque à les allumer. On n'ose plus y toucher aux lampes. On est comme des rats dans une expérience de laboratoire. On préfère rester dans le noir et attendre que quelqu'un se dévoue et se résigne à s'électrocuter pour le bien commun. Ces questions électriques m'éloignent un peu, mais pas tant que ça, tout est lié. C'est un vrai écheveau dont il faut que je me dépêtre. De notre affaire primitive, l'histoire du béton. Donc, en bref, la bétonneuse souffrait, la machine à laver souffrait, notre mère souffrait. Ma petite sœur en a fait l'observation avec beaucoup de tact et de sang-froid à notre père. Et dès qu'il a été bien consterné, elle a agonie dans les grandes largeurs. Il n'a pas pu faire autrement que de prendre la chose à cœur et illico, par les cornes. Il fallait d'urgence abréger toutes ces souffrances. Et c'est la fin du premier chapitre. Alors, là, j'ai envie de dire, je pense que je vais étudier ce chapitre-là et faire des remarques générales, on verra si on va sur autre chose. Mais on a à peu près tout de ce qui va se passer, ou plutôt de la manière dont ça va se passer, dont ça va se raconter. On a un jeu dont on sait à peu près rien, on en saura un peu plus, mais pas forcément tant que ça. Par la suite, c'est ce jeu qui raconte. Et ce jeu racontant, c'est un enfant. C'est une grande sœur ou un grand frère. En tout cas, c'est un jeu qui a une petite sœur. C'est ça qu'on sait. Et qui est quelqu'un qui est plutôt observant, la petite sœur étant femme d'action, et racontant, ou racontante. On a comme ça cette instance parlante dont on sait que c'est quand même un enfant dans une famille. Et une famille où le béton, ça a quand même un certain rôle. Et où on peut voir finalement déjà toute une espèce de chronologie, on n'ose pas dire une généalogie, si on va oser le dire, qui se déroule, qui va se mettre en place à partir de cette voix parlante qui met en place une situation d'énonciation, un Iketnung. Là, voilà, on y est. Et donc là, on est là parce qu'on vient de ça. Mais en fait, toute la progression du récit, elle ne va pas suivre du tout une progression ni linéaire, ni spatiale, ni thématique, ni... C'est vraiment un écheveau qui se met en place, plein de fils qui se croisent, et dont, en fait, la progression se fait par quelque chose de l'ordre d'une association d'idées. En escalier, quoi. Une chose mène à une autre. Et mène ailleurs, mais en même temps, ce qui mène ailleurs, c'est l'arrivée, finalement, à ce qui était déjà annoncé dans le départ. La fin du chapitre, c'est son titre. Ce qui était mystérieux, comme terme de titre thématique, c'est devenu un mot d'ordre. Dans la situation d'énonciation, dans l'histoire, et ça va être donc un embrayeur de l'histoire. Et ça fait que le mystère du départ, je ne sais pas s'il est éclairci, mais il est déplacé. Et on va continuer à le poursuivre pour savoir un peu ce qui va se passer. Donc on commence avec une assertion assez générale. Le béton, c'est pas un métier de PD. Avec quelque chose qui est quand même extrêmement surprenant. Évidemment, la remarque potentiellement homophobe, mais tout va se diluer, et ça c'est exactement comme chez Proust, mais avec un autre style. D'une certaine manière, c'est l'équivalent de Proust roman familial. Mais ici, le roman familial, avec cette question aussi de l'homosexualité, qu'on devine pas, ça passe par le béton. C'est pas du tout la même classe sociale, par exemple. Et ça se passe par une voix qui va raconter par ces associations et qui elle-même raconte comment, se racontant, c'est pas simple de raconter parce que justement, c'est quand même un peu compliqué. Et ça va amener des effets de dramatisation et d'attente pour savoir il se passe quoi pour que ce soit compliqué. Et donc, en fait, on a la mise en place de pas mal d'indices, de fusils de Tchekhov plus ou moins dramatiques, mais déjà, cette phrase, le béton, c'est pas un métier de PD. Hop.
potentielle homophobie qui va être déjà désamorcée, un peu plus loin dans le récit, où ce truc de... Voilà. Et allez donc, ils prennent les clients pour des PD, page 13, souvent d'ailleurs, ils n'ont pas tort. Donc finalement, ce qui est une expression métaphorique, pour dire qu'on va être dans un truc de vrai mec, qui va parler d'une certaine vérité, d'une certaine force, etc. Ça passe par des figures féminines, enfin, figures masculines, viriles, le père, et des figures féminines, les filles. Ou au moins la petite sœur, dont on n'a pas encore le nom. Et avec cette espèce d'oralité qui passe par la structure clivée, qui est extrêmement marquée. Le béton, c'est pas. On va noter aussi les lésions de la forme explétive de la négation. Et bien sûr, la familiarité, donc, PD, et donc son usage métaphorique. Hop, nouveau paragraphe. C'est peut-être pour ça que notre père a décidé. Pour ma petite sœur et moi. Elle a au moins une fille. Les filles, c'est pas censé être des PD, ou que ça peut pas ne pas être un PD, en fait. Donc là, boum, tout ce qui pouvait être de l'ordre de la construction d'un genre va déjà être miné par quelque chose de profondément comique. Et on est en fait dans un roman comique. Aussi dans le sens de Scarron, en fait. On va y revenir. C'est-à-dire là, j'ai quand même envie de m'arrimer un peu à la langue pour commencer, avant de parler structure. Parce que le béton, c'est un truc qui structure. Donc là, ce qui se passe finalement, c'est que ce qui pouvait être de l'ordre d'une construction du genre potentiellement viriliste et homophobe, finalement, s'adapte à au moins une fille. Et ça va avec, finalement, un apprentissage, comme dans les contes, comme dans les romans de formation, comme dans les familles. Mais plutôt atypique, puisque c'est un apprentissage quand même au BTP pour au moins une fille. Subversion du genre. Et donc on entre dans le dur, on entre dans le béton, mortier, dalle, coffrage. Ce qui est en fait des énumérations parlant du béton. Et on peut noter d'emblée que c'est pas ma petite sœur, c'est ma petite sœur avec une élision qui est même pas notée par une apostrophe. C'est un autre mot. Et ça, on va l'avoir en permanence, c'est-à-dire qu'en fait, la langue réelle, c'est pas la langue fictive. Ce qu'on appelle la langue en linguistique, ça va vraiment être la langue parlée, le discours, qui déplace la norme en l'actualisant. Par, en disant ce qui est. Et donc, en fait, même la mention de c'est pas un truc de PD, là, c'est pas un métier de PD, elle est complètement vidée de son sens. D'abord, du sens potentiellement homosexuel, homophobe premier, qui est aussi, à d'autres moments, réactualisé. Par exemple, page 13, la mention des clients, ils ne sont pas tous, etc. Certains, j'ai oublié la phrase. Mais en même temps, ici, là, finalement, la métaphore elle-même est montrée dans son inanité dès le départ. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, a du sens. C'est creuse de béton, d'une certaine manière, comme on va forer la langue, selon Beckett. Forer des trous dans la langue, miner, avoir un cheval de Troie, en manière gittienne. Et puis en plus, c'est drôle que ça marche pas, et d'avoir une espèce d'absurdité qui n'est pas une satire sociale, genre on va se moquer des bofs, ou des prolos, ou etc., quelque chose qui serait d'un profond mépris de classe, mais qui va, s'attachant à un regard d'enfant, aller explorer quelque chose de l'ordre de child gaze, ça c'est encore à réfléchir et à explorer, mais qui va en fait, par plus que cette vision, cette façon de dire et de raconter et de faire vivre le monde, de le faire exister, qui va déplacer les lignes et la langue. Ma petite sœur, on peut quasi dire que le béton, grâce à cette éducation précoce qu'on a eue, donc là on a quelque chose de l'ordre du topos génial, hein, c'est un grand topos littéraire, biblique, etc., du génie précoce, elle est tombée dedans tout enfant, quasi. Bon, alors là, comme le cliché est amorcé et il est interrompu par le verbe quasi, et en même temps, tomber dedans, c'est Astérix, hein. Enfin, c'est Obélix qui tombe dedans, c'est dans la marmite. Donc, finalement, là, la référence, en fait, c'est tout un tissage intertextuel d'énormément de citations, et on va en repérer certaines et d'autres pas. Mais bon, Astérix, en 2017, bon, Goscinny est mort depuis longtemps, mais
c'est quelque chose qui est en plus au-delà des bandes dessinées. On est dans la culture pop, ou populaire. Et parfois, on va être dans des cultures plus élitistes. Mais c'est pas grave. Et est-ce qu'on a besoin d'identifier? Bah non. Ça fait des effets, un peu comme quand dans le béton ou dans le mortier, vous trouvez le sable, les petits cailloux, vous les reconnaissez. On le voit particulièrement sur le mur derrière moi, qui est plein de cailloux, en fait, de rivières. C'est un très vieux mur, évidemment. Pour que ce soit clair, ce béton, il faudrait que je vous explique une infinité de choses. Et donc, en fait, finalement, ce qui a l'air d'être un exposé thématique va être une narration. Ce qui est plutôt cool pour un roman plutôt que pour une encyclopédie du béton. Il faudrait que je mette tout bien en ordre et que je commence. Il faudrait. Et donc, l'interruption du quasi, qu'on a eu juste là, on l'a à nouveau sur un récit qui va interroger la possibilité même de son existence, de sa narration, de son déroulement, et les bornes temporelles. C'est complètement aristotélicien, ou c'est anti-aristotélicien. Je vous rappelle que pour Aristote, dans la poétique, un récit, c'est une étendue, éventuellement temporelle, qui est constituée d'un début, d'un milieu et d'une fin. C'est un peu comme la saucisse, sauf qu'il y a 3 bouts. Je vous rappelle que pour Goethe, la saucisse, il y en a 2, le début et la fin. Bon, et chez Aristote, il y a un milieu. Ça fait une grosse saucisse. Mais ici, par où commencer? Par la fin, le début, le milieu. Donc il y a quelque chose, normalement, on va répondre par le début. Mais le début, il est mis où? Il est mis au milieu. Et la fin est au début, dans l'énumération. Donc là, encore un nouveau chamboulement, qui est quelque chose de profondément comique, de « attendez, je vous raconte » et on dirait une blague de Coluche. C'est l'histoire d'un mec, etc. Mais en même temps, qui mine la possibilité même de l'expression du langage, ou qui plutôt, minant la possibilité d'un langage, on va dire clichéique, va se déplacer vers un langage restructurant, ou déplaçant, ou reconfigurant. Il faudrait. Et où il est le milieu? Dans la merde, il n'y a pas de milieu. Bon, dans l'étendue non plus, et quand on est une saucisse, ce qui ça pour le coup est une blague contemporaine d'Internet, on vit dans une saucisse / société, il n'y a pas de milieu. Et donc c'est pas juste qu'il n'y a pas le il, c'est que le A et le Y sont collés. Et ça, en fait, va y avoir des variations qui vont aller jusqu'à Yahvé, écrit comme Yahvé, le dieu biblique. Yahvé, c'est celui dont on ne peut pas prononcer le nom. Là, je vais vous mettre une interview d'Angareta par Marie Richeux, je crois. C'est pas le book club, c'est une émission plus ancienne de France Culture, que j'ai écoutée juste avant. Hop, ça va vous orienter. Alors là, en relisant le premier chapitre, alors que je viens de finir le roman, ça m'apparaît plus nettement, mais c'était quand même vachement plaisant à lire, ça m'a beaucoup plu d'emblée. Et où il est, le milieu? Vous voyez, comme le milieu, par l'oralité de la langue, le clivage de la phrase avec la double répétition du sujet, très oral, très familière, fait que le milieu, justement, n'est plus au milieu de la phrase. Enfin, il l'est exactement par l'expression du pronom personnel, il, et son explicitation, le milieu, elle, est rejetée enfin. Bon, est-ce qu'on a besoin de voir ça? Non. Parce qu'en fait, juste, et où il est le milieu? C'est drôle. Et si en plus vous regardez la phrase, vous avez une nouvelle strate. Oui, parce qu'on peut empiler les couches de béton. Dans la merde, il n'y a pas de milieu, il y a juste la merde, c'est la merde, le milieu. Et donc, boum, vous voyez là, hop, le milieu devient, tac, le milieu dans le sens, on va dire, bernardien de Claude Bernard. Le milieu, comme il y a un milieu intérieur, une homéostasie, etc. Claude Bernard étant l'inventeur de ce milieu intérieur, ou le milieu de Taine, etc. En fait, un milieu dans lequel on va évoluer, et pas juste un milieu géométrique, comme il y aurait un centre pour un cercle. Dans le béton, c'est pareil. Et là, hop, reprise tout de suite du titre. Il n'y a pas de milieu. On fait comment pour raconter s'il n'y a pas de milieu? C'est quoi l'inadéquation entre le monde et son récit? Alors, autant commencer par le commencement. Voilà. Donc là, on avait quelque chose qui commençait exactement comme ce que Daniel Sansu appelle le récit excentrique, que l'on trouve notamment dans le roman comique de Paul Scarron, et de manière encore plus outrée dans des romans ultérieurs. Je pense au Tristram Shandy de Laurence Sterne, je pense j'allais dire au voyage autour de Machamp, pas exactement, mais on en a d'autres. Après, le roman excentrique, c'est un roman qui ne se raconte pas, ou qui plutôt raconte comment il ne se raconte pas. C'est ce que Bouvard et Pécuchet, dans Bouvard et Pécuchet, appellent ces romans où les gens parlent de leur robe de chambre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une parodie de ces romans comiques,
excentrique. C'est-à-dire excentrique, c'est ils vont déplacer le centre. Mais il n'y a pas de milieu. Donc on va commencer par le commencement. Donc là, ça se raconte pas, mais ça va finir par se raconter en racontant tout en même temps. Mais comme le texte est linéaire, le tout en même temps, il va se restituer, se passer par, non pas les événements, mais par la langue. C'est la langue qui va créer l'association. Faut que je dise donc que notre premier béton, et donc finalement la chronologie, elle va apparaître par ces événements du béton qui ont quelque chose d'un peu singulier, en tout cas qui vont singulariser la famille, sur une activité qui regroupe plus ou moins bien, alors, en tout cas qui va permettre d'avoir un récit des origines, un roman des origines, même un roman familial. Si on veut, moi je pense que ça le parodie plus que ça ne le met en place, et qu'en tout cas si le roman des origines il s'ancre dans le béton, ça interroge quand même. Faut que je dise donc que notre premier béton, à ma petite sœur et à moi, toute formule oralisante, argotique, tout oralisante, on n'est pas jusqu'à l'argot là, on l'a fait dans des temps très reculés, des temps encore primitifs. Et là on voit que normalement ces notations de reculés primitifs, qui sont des notations historiographiques, elles vont ici s'attribuer, aller avec un temps qui est vécu plutôt qu'un temps historique, daté, absolu. Donc le reculé et le primitif, ça va être lié à une technique, exactement, donc ici l'appel à la main, exactement comme on a un âge de fer, un âge de bronze, un âge, etc. Mais ça va aussi avec un temps personnel, remémoratif, qui fait que c'est bon, puisqu'on était jeune. C'était avant que notre mère nous offre, etc. C'est une bétonneuse à moteur électrique de chevaux rouges. Ça a changé notre vie, on se modernisait. Et là, en fait, le pronom réfléchi, il n'est même pas aidé, il est directement collé à moderniser. On se modernisait, comme le smog. Avec notre père, on est passé au grand projet, aux quantités industrielles du béton, on a pu en faire tous les week-ends. Week-end, ça s'écrit O-U-I-K-I-N-D-E-S. Comme ça se devrait s'écrire en français si c'était pas un mot anglais. C'est pas qu'elle aime pas l'anglais, hein. C'est autre chose qui se passe. Donc, alors, pour le coup, on peut entendre un peu plus oui, on va pas entendre kind, parce que c'est plutôt kind, hein, si on va le faire à la français. Kind en allemand, c'est l'enfant. On peut entendre une prononciation un peu nasale. Et en tout cas, on écrit comment week-end quand on est un petit enfant francophone qui ne sait pas écrire, ou qui sait à peine écrire, qui apprend à écrire, on l'écrit comme ça. Du mieux qu'on peut, et même une partie des grandes vacances. Et donc là, on a une lacune du récit, puisqu'il va falloir expliquer le problème de la lessiveuse qui s'ajoute donc au problème de la bétonnière, ou en tout cas du béton avant la bétonnière. Et tout commence par cette lessiveuse qui fonctionne donc comme une bétonnière, et l'analogie est largement tirée, mais et puis avec une incompréhension comme caractéristique. Notre mère, elle voulait nous garder propres même le week-end, c'était une de ses manies. Comme si là, on a un effacement de la nécessité de la propreté et du soin aux enfants, en fait. Et qui apparaît plutôt comme un trait de caractère complètement désancré. Et est-ce que c'est d'ailleurs si illogique que ça, qu'il y ait un tel désancrage ? Ça sert à quoi de garder les enfants propres ? Oui, c'est mieux, c'est quand même aussi des questions d'hygiène, etc. Mais est-ce que, voilà, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du rituel familial, et pas seulement de l'hygiène, qui s'interroge et qui entre, qui fait entrer un rituel, on va dire, habituel et classique, la propreté des enfants, les rituels de propreté des enfants, avec un rituel spécifique, celui du béton dominical. Avec une immense incommunicabilité entre le père et la mère, puisque l'idée même donc de la saleté et de la lessive explique un silence que le père ne relève pas. Et on notera par exemple que aussi la voix qui parle n'a pas voix au chapitre, et ça passe entre parenthèses.
Ce qui est aussi une façon étonnante de montrer cette absence de voix au chapitre, alors même que c'est la personne racontante. Ça, c'est quand même intéressant. Et qui est incarné d'ailleurs dans le récit, qui est un personnage du récit homodiégétique, etc. Et donc, la difficulté de faire tenir les machines s'analyse par les boyaux de cette machine qui ne fonctionne pas. Et là, on a une analogie qui va, plus ou moins, alors qui est tirée de la proximité entre bétonneuse et machine à laver, ça tourne, hein, je vous ai fait le geste, mais qui est quand même appliquée essentiellement à la machine à laver, une analogie qui est complètement gastrique, digestive. Le linge, ça marche pareil, tous ces agrégats qu'elle ingérait, ça lui faisait comme un régime trop riche qui se dégénère en cholestérol, etc. Ça bouffe, ça turbine, et puis ça flocule, ça coagule. On entend les listes, on entend les énumérations, c'est ça la truculence de la langue. Et là, on ne sait pas si on est dans le Petit Nicolas, chez Rabelais, ou dans une tirade sur scène. La vidange se fait plus, la tripe se bouche, et hop, infarctus, ictus, échoïque, néphrétique. Et là, on peut noter par exemple ici les gutturales. Enfin, c'est pas des gutturales, et que c'est des occlusives, pardon. Qui font des rythmes et qui sont mimétiques aussi du bruit de la caillasse dans le tambour. Mais qui vont rajouter à cet effet mimétique, amusant de la langue, de raconter. Et on peut noter tout de suite une certaine incapacité du père, non seulement à comprendre sa femme, à garder ses enfants propres, mais aussi à soigner sa machine, puisque lui, il analyse ça très bien. Mais enfin, c'est la petite sœur qui ausculte la machine. Et qui confirme donc le diagnostic. Ça glougloute, ça fait des hoquets pires, et puis des efforts terribles pour se vider les tripes par un bout ou par un autre. Et donc là, finalement, hein, la métaphore organique, elle permet de faire des blagues de caca ou de vomi. Elle a quelque chose de, évidemment, plus subtil que ce que je suis en train de raconter, mais d'un humour assez bas, médical, de salle de garde, qui, moi, je trouve assez drôle, quoi, en fait. Ce qui était sûr, c'est que vaillante ou malade, elle suffisait plus. Là, hop, 2 SKI pour ce qui était sûr, pareil. Ce qu'on entend, c'est oral avant d'être écrit. Le linge sale s'accumulait, elle et grand-mère nous brossaient, etc. Et donc là, on a cette espèce de scène, on dirait un film. On dirait un film des frères Cohen, on dirait, ou de Le Grand Palace Hotel, là, son nom va pas me revenir, là, qui avait tourné Angoulême, mais on dirait une espèce de comédie complètement loufoque, quand même plus drôle, mais ça pourrait être ça pourrait être du Jean-Pierre Jeunet. Hein. Bon, à l'époque Caro, quand même. On faisait grise mine, bah, pour le coup, là, la grise mine, elle est littérale, puisqu'ils sont pleins de poussière, de ciment. On pleuvait des épeauffrures dans la soupe. La brosse à habits qui était en soie naturelle de sanglier fabrication française, ce qui est écrit en fait sur la brosse, il suffisait plus. Et donc il y a voilà, un double combat entre le béton et la propreté qui se perd et qui passe au chien-dent. Bon, c'est peut-être du Queneau aussi, le chien-dent. Je l'ai pas lu d'ailleurs celui-là. Je sais pas si ça vaut. Et finalement, le béton, il devient celui des enfants, puisque ce sont eux-mêmes qui reviennent façon crépi rustique, qui a pris une séance de bétonneuse, et elle devait se rescrimer à nous décrépir. Et donc, ils sont tous décrépits. Et ça amène cette espèce de scène tragique, des larmes dans la soupe, et en même temps, qui est parfaitement comique, et dont le comique est souligné. On n'est pas chez San Antonio, c'est plus drôle, c'est plus fin que San Antonio, mais voilà, ce qui est très ergotique, par exemple, dans les images de la langue verte, c'est d'avoir la mère qui sale les nouilles à grands sanglots. Et donc ça vient ajouter, ça concrétise, ça rabaisse le moment pathétique des larmes par la mention, on va dire, gustative du salage, mais qui qui note pas complètement le sanglot, mais qui
qui va le rendre, bah oui, j'ai envie de dire truculent, là je sèche un peu étrangement pour la soupe. Dans ces cas-là, c'est ma petite sœur qui décoince les situations. Ma petite sœur, c'est une femme d'action, c'est même plus fort que ça. La consternation, elle crache dessus. Les consternés, c'est des loques et des lopes. On note la paronomase. Hein. Ça la fout en rage, elle l'agonie sévère, d'être agonie, etc. Et agonie consternée, ça va revenir à la fin du chapitre. Donc en fait, les préparations, elles ne sont pas que diégétiques, que de l'ordre du récit, elles sont aussi verbales, stylistiques. Ça le motive, notre père, ça le galvanise même, évidemment, puisqu'on est dans le béton. Galvaniser, c'est un verbe du fer. On reste dans les matières. Il a dit que c'était simple comme un triple pontage, ce qui est absolument hilarant. Un triple pontage n'a rien de simple. Donc c'est... Ce qu'on peut voir, c'est une espèce d'emphase masculine, complètement viriliste, ou d'une ambition qui mesure mal sa capacité d'action, et qui passe donc voilà, par ce récit d'une opération mécanique, mais qui prend tous les atours d'une opération humaine, ou en tout cas organique. Et il y a comme ça une analogie permanente entre la matière et l'immatériel, entre la machine et l'organisme. Et qui a peut-être un sens profond, hein. La machine, Descartes, Malebranche, etc. Bon, en fait, c'est marrant. Ah, le machine, de la maîtrise. Bon. Je saute, hein, et on a tous les rôles sociaux qui se mettent en place, qui sont dévoilés notamment par les commentaires donc, de la racontante, poussifié aussi parfois et hardiment, donner des ordres sur tout, c'est un chef et un pontife. Chef, pontife, il veut bien, mais pédagogue, jamais. Et voilà, un mot qui pue les tasses, là je l'ai pas, là il y a un truc que j'ai raté. Les tasses de thé, il en faut combien, on sait pas dire. Mystère et goule de pommes. Pour boule de gomme. Ce qui est pas exactement une contrepétrie, mais une déformation qui... Les goules de pommes, c'est encore un peu plus drôle. Et alors si on imagine des pommes de goule, ça nous amène encore ailleurs. Plus tard dans la vie, en cas de coup dur, ça pourrait toujours nous servir ces leçons de choses et de pontification pour le pontage, mais qui vont amener à avoir quelque chose qui pontifie, qui radote un peu ou se donne une grandeur un peu ridicule. Les réparateurs, faut pas compter dessus, ils sont tout juste capables de vous dire que votre machine, là, elle est foutue, il faut en racheter une, allez donc, ils prennent les clients pour des PD, soit d'ailleurs, ils ont pas tort. Bon. Ce qui est censé casser une certaine homophobie, on en a parlé, et qui, en fait, en même temps, dévoile des réalités que le père ne voit pas, et donc se moque aussi d'un aveuglement possible. L'opération se poursuit avec les on était aux ordres, etc., et toute une liste qui fait de la scène, alors on a eu la scène du souper comme scène singulière, singulative, et là on a des scènes itératives qui se reproduisent parce que, ça je l'avais fichu dans un texte il y a quelque temps, je vais plus retrouver ma formule, mais la panne arrive toujours à qui sait attendre, quoi. La panne, c'est une récurrence, c'est obligatoire la panne. Et en fait, c'est pas juste un récit sur le béton, c'est un récit sur la panne. Moi j'aime bien. C'est drôle aussi, les pannes, c'est profondément contemporain. La panne. Souvent, il y avait des fuites attachées. Il y avait... D'autres pères appelaient ça, etc. Faut que je précise. Et là, voilà. En fait, on va avoir toute une emphase qui se met en place et qui va passer de... Il y a une petite fuite, on est sur la machine, il y a une petite fuite, il y a le marécage, et c'est tellement courant qu'il faut des bottes pour aller faire des lessives. C'est quand même pas très drôle, hein. Point de vue purement domestique. Ce qui va encore amener toute cette électricité. D'ailleurs, en fait, l'installation électrique, et donc tout est complètement décati, à bout de souffle, raté, et on est dans une espèce de galère qui ne cesse de les voir écoper, et se couper, et se prendre donc le jus du marécage. Et ça amène, voilà, enfin, on a une espèce de vision... ça pourrait être Parasite, mais on va beaucoup plus loin, en fait, dans cette espèce de tableau, qui pour moi d'ailleurs est plutôt féminin, ou qui rappelle certains moments complètement loufoques. J'ai beaucoup pensé au Pastis Gracier en lisant Dans le béton. Bon, voilà, mais on sait que c'est un roman que j'aime énormément. Salut Jérôme. Si tu regardes, envoie un mail. Et... voilà, on a comme ça des espèces
de galères qui vont amener cette espèce d'ambiance picaresque. Alors j'ai parlé de picaresque dès le départ. Le picaresque, c'est le roman du Picaro, c'est des romans qui sont assez bas, c'est le roman du valet, ou souvent du jeune garçon sur la route, en galère, etc. Et on va avoir comme ça des espèces d'histoires un peu rocambolesque, ça vient vraiment du roman rocambole, hein, mais à rebondissement, à rocambole c'est 19e, hein, et en fait avec une certaine forme de déliaison, de chapitre en chapitre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, et souvent en plus dans les romans picaresques, on a des titres très longs qui annoncent ce qui va se passer. Bon. Chez Garetta, évidemment, c'est picaresque et ça l'est pas. On est aussi dans le roman comique slash excentrique qui se raconte ne se faisant pas, ou qui patine autant qu'il y a des pannes. Finalement, peut-être que, on a un roman qui s'annonce en permanence et par ses chapitres, mais qui, en fait, va aussi balader complètement ses lecteurs et ses lectrices, par donc des titres, hein, voilà, Broyer du passé, Le temps c'est de l'essence, très anglais ça, et puis qui nous parle hein, de ces étendues, on a vu début, milieu, fin, ça c'est très évoqué dans l'interview de France Culture, Fignoler jusqu'au trognon, etc. Et donc le récit se passe du fait même qu'il se raconte. C'est un paradoxe, c'est pas censé se passer ainsi. Ça c'est quelque chose qu'on va trouver chez Scarron. Avec des moments où le récit c'est le fait de raconter le récit. Et d'autres moments où le récit se déroule. Mais voilà. Donc il y a un jeu comme ça, de Métaleps, qui a des pliés et très difficiles, érudits, complexes, mais qui se lit très bien, en fait. Parce qu'on a besoin d'avoir les références, comme évoqué, non. Et donc cette espèce de déliaison, ça veut dire qu'en fait les liaisons se font ailleurs et autrement. Et c'est particulièrement drôle dans ce qui est quand même un roman des origines, un roman familial, un roman aussi du lien, en étant un roman de la structure primitive de la société. Celle en tout cas qui se transforme, mais qui est à peu près là. Donc tous les liens sont inversés, ou reconfigurés, ou de toute façon défaillants, où tout est en panne et tout est galère, et puis de toute façon tout le monde se démerde, et puis sauf qui peut. Donc finalement, aussi le fait que ce soit une voix d'enfant qui raconte à sa manière et en tordant la langue, et faisant exister par sa langue à soi, c'est assis dans le métro, évidemment. Mais c'est aussi quelque chose qui va pas juste être à hauteur d'enfant. Le fait que ce soit à hauteur d'enfant, avec cette invention néologique, stylistique, permanente, et le fait que le récit, que la charge du récit modifie le récit lui-même, c'est profondément subversif. Le mot d'anarchiste est prononcé, me semble-t-il, à plusieurs reprises dans l'interview, avec un modèle davantage l'enfant de Vallès que nous, que Zazie. Parce que Zazie, on y pense pour l'argot, le côté un peu frondeur, etc. L'enfant, c'est la charge politique. C'est la charge politique dans une famille aussi d'ordre et avec les manies du père, donc une manie très carriériste, hein, dans le père de Jacques Vintra, pardon. Le double, évidemment, romanesque de Jules Vallès. Mais ça se passe vraiment, en fait, aussi par ces matières de déliaison, de récits à vignettes, et qui, en même temps, dans le béton, en fait, sont profondément liés. Mais liés en tant que récit qui va d'une panne à l'autre. Si vous voulez, le récit raconte des pannes, mais lui-même, il colle pas. Il avance, et avec des espèces de déflagration permanente, et un effet de dramatisation qui va croissant, jusqu'à une espèce d'apothéose finale, mais quand je dis apothéose, évidemment, je soigne mes termes, puisqu'il y a tout qui se déplace. Et la langue elle-même va quand même se complexifier, non pas dans le sens de ça va être plus dur ou plus érudit, mais ça va être plus radical. Mais il y a une espèce de progression là-dedans, donc on arrive à suivre, parce qu'on capte les trucs, et en fait, je pense que la difficulté principale, elle est de penser
ou de plus penser, ou de lâcher l'idée qu'il faut décoder ou avoir la grosse analyse. Moi, mon taf ici, en tout cas la mission que je me donne, peut-être un peu pompeusement, c'est d'expliquer comment ça marche. Mais l'intérêt, c'est que ça marche. Même quand ça raconte une panne. C'est pas de soi toujours voir comment ça marche, c'est autre chose. Et moi d'ailleurs là, ce que je raconte, je l'ai pas vu quand je l'ai lu, je le vois en le racontant. Et c'est un peu ça que ça raconte, d'une certaine manière. Et qui bouge et qui, en plus, va avec des moments qui sont proprement hilarants. Je sais pas si je vais en retrouver là comme ça, mais c'est ça qui se passe. Ça a l'air d'être complètement délié, détaché, et on voit que les fils se récupèrent les uns les autres, donc c'est absolument magistral en termes de construction de récit. Et en même temps, on a cette impression très lâche, très relâchée, aussi en termes de niveau de langue, qui est profondément libératrice, c'est frais, quoi. Ça laisse de la place. Tac, c'est pour penser autrement, faire... Bon, voilà, c'est le petit Nicolas x10, quoi. Tac. Et avec aussi des... Tiens, on va quand même voir un peu Catamonstre. Voilà, où la radicalité même du récit n'est pas là en termes de pose, de posture, d'éthos sectorial. Elle va pas servir quelque chose qui serait de l'ordre d'une radicalité absolue du propos. Moi, je pense qu'elle est là aussi, cette radicalité du propos. Mais ça va être aussi profondément comique. Là, je pense à un passage. C'est bien parce que je me les note et puis j'oublie, quoi. C'est quand même vraiment du récit comique. Voilà, on va lire 2 pages. Catamonstre, c'est le 8, page 66 et suivante. Vous désirez connaître le désastre qui m'assaillit au bord de ce chevêtre où ma chaîne me retenait. Niveau haut, on va redescendre. Ça, c'est profondément comique, en fait, les dissonances. Quoique ce souvenir me glace d'horreur, j'obéirai. Ça, c'est profondément un pastiche des romans, de tous les romans d'Ancien Régime, et encore un peu après, mais surtout d'Ancien Régime, de « je suis très pudique, je ne veux pas raconter », pour plein de raisons, ou « c'est absolument abominable, mais allez, j'y vais puisque vous me le demandez ». C'est la captatio benevolentiae, c'est on fait appel aux bonnes grâces du lecteur parce que c'est extrêmement impudique de raconter. Voilà. Je coucherai sur des tablettes le récit de cette catamonstre. Et donc là, on a les tablettes, là, on est sur les espèces de tablettes antiques, quelque chose d'absolument grandiose. Catamonstre, c'est plus du tout grandiose, on est en famille complet. Couchon. On ne dit jamais couchon en l'impératif. On eût dit soudain, avec un beau petit... un petit chapeau, j'allais dire. Avec un petit circonflexe d'imparfait du subjonctif pour le U, et donc ça nous fait en plus que parfait. Attention, je dis bien on n'eut pas on eût ni on eût, ce qui n'aurait aucun sens. Et là, en fait, on a plein d'orthographes différentes. On nu, ni o nu. Oublions pas le chapeau sur le E de E. Donc, la montée de niveau de langue, elle se tombe sur les espèces de mentions, de commentaires, de dictées. Pédard. On eût dit soudain, non tant une secousse, non tant une déflagration, mais un renversement général de tout. Point. Donc là, on a en fait littéralement la dictée. Et le renversement général de tout, moi je vois évidemment un souvenir de Wittig, hein, chaque geste est un renversement. Les murailles chancellent, virgule, et le plancher sous mes pieds, point virgule. Mon dessin animé préféré quand j'étais petite, c'était vraiment un truc qui n'était pas dingue, mais le roi parlait en disant « Mon fils, virgule, pourquoi es-tu si pâle ?» Point d'interrogation. Je l'ai retrouvé un jour... comme ça, et donc en fait en famille on s'amusait à parler en prononçant mon père adorait faire ça, on prononçait les signes de ponctuation, pas tout le temps, mais ça nous amusait énormément, donc moi j'ai adoré ce passage, très familier donc. On dirait que la bicoque s'arrache des fondations pour s'aller balader de ci de là, pointe à la ligne, jaillissant de la lessiveuse subitement lâchée comme une bombe, virgule, cataboum.
avec 3 points d'exclamation. Et des capitales. Une colonne prodigieuse et sordide s'élança vers moi. Ouais, sordide, pointa la ligne. De tous les arbres, le pin est celui qui exprime la plus forte ressemblance formelle avec ce phénomène. 2 points. Un tronc longuissime qui allait s'évasant en une ramure dense maculée, luride par endroits. Luride, j'ai bien dit, luride. Lima uniforme, Roméo, India, Delta, Echo. Point. Mais pas à la ligne. Trop tard! Déjà la ramure s'affaissant sous son propre poids retombe. Point virgule. Des grumeaux de paille, des graviers enrobés de mortiers glauques lapident le sol, et 3 points de suspension. Et pas un casque, pas un oreiller où enfouir la tête. Petit oreiller de Mars, une des bandes Malmort. On n'était qu'aux premières heures d'une longue soirée d'été, et pourtant une lumière incertaine et languissante était répandue sur toute chose. La pommade grise, grasse, horrible, s'affalant tapisse les murs, nappe la terre battue, elle dérobe à mes yeux la poulette, la lessiveuse, la chute de chêne. Mot malheureux quand on y songe, chute de chêne. Touc. L'obscurité fuligineuse s'épaissit. Je levai les mains au ciel et me persuadai qu'il n'y avait plus ni treuil, ni lessiveuse, ni roulette, ni chute, ni chêne, et que ce béton était le dernier. Le béton final qui devait ensevelir poulette, terre, chute, bicoque, monde, moi, et tout espoir de modernisation. Au milieu d'un si affreux péril, il ne m'était pas échappé une plainte à un cri. Je ne sus, ni dans les pommes, ni dans la jérémiade, ni dans la tarlousade. Une chimère, déplorable et consolante à la fois, me soutenait que tout l'univers sombrait avec nous dans la mer d'oyante grisaille. Là, tu gâches, tu te laisses aller, c'est pas civique du tout, cette prolifération anarchique de paragraphes. Et ces petits bouts de ligne qui vermicellent dans le blanc de ma page mentale. Tu croques tes tablettes dans ta tête et quand tout sera croqué, on fera comment? Et la ponctuation, hein? On s'en balèque dans la ponctuation? Ressaisis-toi, fignole, au tapin. Même si tout l'univers devait sombrer avec nous dans la merdoyante grisaille à la virgule près, faudrait gribouiller ça exactement sur des tablettes. Hors de la merdoyante grisaille, virgule, il y en avait partout. Notons bien ça sur nos tablettes, la fulminante éruption, le geyser lapidaire, la déflagrante cata, le volcan de béton avait tout oblitéré. Si la lessiveuse c'était le Vésus, alors la bicoque c'était Pompéi et Poulette là-dessous, ensevelie. Je revois le jour, même le sol, mais aussi blafard et fumeux qu'il apparaît lors d'une éclipse. Je vois le désastre à mes pieds qui a tout recouvert comme une statue, la forme muette d'Angélique, drapée dans le mortier, confite dans un sirop perlé de Portland, nappée de gris brutal. Heureux, dit-on, ceux à qui la faveur des dieux, ou à défaut de faveur, l'impéritie paternelle, donne de vivre des trucs qui méritent d'être couchés sur des tablettes. Heureux aussi, paraît-il, ceux à qui il est donné de coucher sur des tablettes des trucs qui le méritent, comme l'impéritie paternelle et la cata lapidaire. Et plus heureux encore ceux à qui échoit, comme à la poulette et moi, la double prérogative de se retrouver enrobé de mortier gras et de nourrir les koalas. Ouais, les koalas. Ne me demandez pas pourquoi les koalas. Vous voyez bien que c'est pas le moment. Quant à l'impéritie, si vous savez pas ce que c'est, disons pour faire bref, que c'est la spécialité des généraux, des états-majors et des gouvernants. Mais croyez pas que ça leur est réservé. L'impéritie, ça se faufile partout, pas besoin de rouler carrosse pour baigner dedans. Dans l'impéritie, il n'y a pas de fond, pas de limite, et c'est à la portée du premier caniche venu. Comme l'amour chez Céline. Toutefois, l'impéritie épique, l'impéritie impériale, le panache luride de l'impéritie poussé jusqu'au comble héroïque et jusqu'à la cata anthropique, ça se rencontre plus que chez nous, je crains. Heureux, disent donc les optimistes. Ils ont donc jamais couché sur des tablettes, ces moules de bouchons. Ils ont jamais reçu un geyser de béton frais sur la chibouque. Angélique, j'ai crié, Angélique, et je hurlais en tirant sur mon harnais comme un chien à la chaîne. Ma petite sœur, la poulette, s'appelle Angélique. Ouais, Angélique. Je m'en sors pas. Un coup, c'est les koalas, un coup, c'est l'impéritie, un autre coup encore, c'est la poulette. Alors qu'autour de nous sévit la catamonstre, le péril d'instant. Angélique! Et pas moyen de me porter à son secours, parce que pas moyen de me décrocher de la chaîne, et pas moyen donc de me chuter par le chevet pour aller l'exhumer, ma petite sœur. Parce que j'ai beau hurler Angélique, Angélique, notre père affairé à ce toupie de béton paillé entend rien tellement la bétonneuse queen est grelotte. Comme de toute façon je peux rien faire si ce n'est hurler et que même ça sert à nada, autant que je liquide mes dettes et que je vous raconte l'origine du nom de Poulette. Histoire de la poule et de la poulette. Putain, ça c'est complètement du roman comique moderne.
passer à la bétonneuse de la modernisation, évidemment de l'habitat, mais aussi du récit. Et c'est peut-être ça, Angarita. C'est peut-être ça, le béton, on va le mettre à l'endroit, ça sera toujours mieux qu'à l'envers. Et je vous dis à bientôt.